Mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un grand plaisir de vous présenter le président Kagame. Je dirais, Monsieur le Président, je me permets de vous le rappeler, car beaucoup d'entre vous le savent déjà, c'est la troisième fois que le président Kagame est parmi nous à la World Policy Conference. La première fois, c'était à Marrakech. La deuxième fois à Abu Dhabi, en fait, et la troisième ici en France, à Chantilly, ou presque à Chantilly. Donc, monsieur le Président, merci beaucoup d'être à nouveau parmi nous. Et je vous cède immédiatement la parole pour vos remarques introductives, puis nous aurons de courtes sessions de discussion entre nous deux. Alors, je vous en prie, la parole est à vous. Monsieur le docteur Thierry de Montbrial, le fondateur ainsi que le président actuel de la World Policy Conference en personne, Mesdames et Messieurs les invités, honorables et distingués, je suis très heureux de me joindre à vous tous ce soir. C'est vraiment très gentil à vous. Merci beaucoup pour cette invitation. Pour commencer, je tiens à vous féliciter de continuer à orienter le débat sur la gouvernance mondiale dans la bonne direction. Vous avez réussi à le faire en établissant des ponts entre différentes perspectives et je vous en félicite. Pendant des décennies, la grande période de l'âge d'or de la mondialisation économique était entièrement fondée sur l'hypothèse fondamentale que cela était facilement accessible. Aujourd'hui, cependant, les réseaux mondiaux à travers toute la planète, qui étaient pourtant conçus à l'origine pour nous rapprocher les uns des autres, sont aujourd'hui devenus une source majeure de vulnérabilité pour l'ensemble de nos sociétés. L'intégration mondiale produit des bénéfices partagés, mais dans les moments de crise intense, elle peut aussi engendrer véritablement des points d'étranglement majeurs. La crise de la pandémie de COVID-19 a clairement été un signal d'alarme. Premièrement, cela nous a clairement rappelé que les crises mondiales ne sont plus confinées à l'intérieur des frontières nationales, car elles se propagent désormais avec rapidité à travers le monde entier. Deuxièmement, cela nous a montré les inconvénients d'échanger la résilience contre l'efficacité. Lorsque les pôles de production sont concentrés dans seulement un certain nombre de pays, ces nations donneront la priorité à leurs citoyens en cas de pénurie. Je vous remercie. De nos jours, à l'heure actuelle, les conflits qui se déroulent en ce moment mettent en lumière de façon flagrante la même vulnérabilité profonde et structurelle du système international actuel. Le flux constant de ces biens essentiels et vitaux peut se retrouver bloqué à un unique point de défaillance et tout le monde finit par en payer le prix fort, touchant ainsi l'ensemble de la population. Les politologues appellent cela
l'interdépendance instrumentalisée. Pour l'Afrique, ce que révèlent ces violents chocs venus de l'extérieur, comme je l'ai dit, c'est la dépendance. Jusqu'à ce jour, de nombreux observateurs accusent l'ère du colonialisme et les ajustements structurels d'avoir forgé durablement cet état d'esprit. Bien que cela soit vrai dans un certain sens, l'habitude de se trouver des excuses ne fait que nous enfermer dans un cycle où nous nous voyons comme des victimes absolument sans aucun pouvoir de changer notre propre situation actuelle. Et cela est totalement et entièrement faux. Au Rwanda, à la suite du génocide de 1994 contre les Tutsis, nous avons appris que la meilleure solution adaptée uniquement à notre contexte local offre les meilleurs résultats. C'est précisément pourquoi, au cours de ces toutes dernières années, il y a eu une multiplication significative des efforts concertés en Afrique, afin de mieux mobiliser les ressources nationales propres, de localiser durablement la production, de renforcer solidement nos chaînes d'approvisionnement régionales et de travailler à l'intégration profonde de l'ensemble de nos économies. Une Afrique plus autonome, avec ses propres usines d'engrais, raffineries de pétrole et fermes pharmaceutiques, contribuera de manière plus positive. Trinquons à la stabilité mondiale. Ce que l'Afrique veut est simple: prendre soin de nous-mêmes et travailler de manière productive et toujours respectueuse envers autrui dans ses interactions. Ce n'est pas la solution. Cela engendrera de la rivalité et cela créera inévitablement des divisions. Considérer le développement comme un jeu à somme positive plutôt qu'une compétition peut apporter la prévisibilité et la cohérence dont notre système mondial a désespérément besoin. La question n'est pas de savoir si nous pouvons construire un monde parfaitement équilibré. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur le Président, nous avons donc quelques minutes pour discuter, pour échanger des idées sur certains sujets spécifiques. Ma première question serait, au vu du chaos croissant dans le monde aujourd'hui, avant que, espérons-le, nous ne revenions à une organisation plus structurée, plus stable ou à un certain ordre, quelles sont les conséquences de ce désordre mondial sur l'Afrique dans son ensemble? Si cette question a du sens, et plus spécifiquement dans votre région, c'est-à-dire, vous attendez-vous à quelque chose? Des problèmes de plus en plus nombreux, enfin, en Afrique en général, et plus particulièrement dans votre région? Bien sûr, au fond de moi, oui. Je pense aux tentatives ou aux tentatives apparentes du président Trump pour résoudre le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, mais aussi peut-être des enjeux plus larges. Eh bien, si l'on considère l'ordre mondial, on ne peut que dire qu'il y a beaucoup à faire. Pour revenir à une certaine forme d'ordre qui a bel et bien existé. Au cours de ces toutes dernières décennies,
peut-être depuis 4 ou 5 décennies. Mais même à cette époque, lorsque nous avons supposé que l'ordre mondial demeurait d'une certaine manière relativement stable, il y avait de nombreux éléments à modifier pour le rendre véritablement plus stable, afin d'atteindre un plus grand nombre de régions du monde et donc de toucher bien plus de personnes. C'était véritablement, je dirais, un travail encore en cours de développement. Mais en même temps, ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est quelque chose que peut-être beaucoup de gens ici, nous tous, avons vu venir au fil du temps. Il y a toujours eu des inégalités, il y a toujours eu des foyers de conflit, il y a toujours eu, par exemple, si l'on regarde le nord global par rapport au sud global, il a toujours été admis que ce qui se passe dans le sud global dépendra toujours du nord global et sera toujours déterminé par lui, même s'il y a eu des contestations et que des personnes ont soulevé ces points qui méritaient d'être examinés. Cependant, il demeure fermement établi que la situation actuelle doit impérativement demeurer inchangée pour le moment. Et cela implique beaucoup de... Vous savez, mais si l'on regarde les grandes puissances, dès que quelque chose menace leurs intérêts, elles ont une branche culturelle. Elles feront tout, n'importe comment, et personne ne devrait se plaindre. Quand les nations de petite taille, voire même les puissances d'envergure intermédiaire, perçoivent soudainement quelque chose qui les menace directement, il s'agit de quelque chose d'encore plus fondamental que la simple satisfaction de leurs intérêts immédiats. La réaction immédiate, c'est le blâme, la punition, la critique, toutes sortes de choses. Ce qui signifie donc que les petites puissances, les petits pays, les puissances moyennes sont simplement censés suivre la ligne. C'est simple. Donc, si nous supposons que c'était effectivement le cas, ce qui était bien le cas, quelle était alors la situation et l'état des choses au moment même où nous regardons attentivement le système international en tant que tel? Mais au fond, qui décide vraiment de ce qui est mal? Qui décide de ce qui est bien? Et sur quels critères précis se base-t-on? Est-ce simplement que vous avez le pouvoir, donc vous décidez de ce qui est mal et de ce qui est bien? Il est donc clair que le continent africain a de toute façon toujours été affecté historiquement. Ce n'est pas seulement autour de cette crise que l'Afrique est touchée. Elle a été affectée même lorsque la situation semblait stable à l'échelle mondiale, dans cette structure où c'est fais comme je dis et comme je te l'ordonne, et c'est tout. Sinon, il y aura des conséquences. Les gens ont donc naturellement dû jeter l'ancre. Revenons-en donc à la situation actuelle dont vous parliez dans notre région, les problèmes qui s'y posent, etc. Ces troubles dans la région et la manière dont ils se sont produits, approchez. Désir. Parce qu'ils constatent les problèmes du Congo oriental auxquels vous avez fait allusion et comment l'administration gère la situation. Les États-Unis ont déjà essayé de gérer cette situation et d'autres puissances y ont peut-être participé auparavant et peut-être encore maintenant. Partiellement.
les problèmes ne peuvent pas être résolus du jour au lendemain. Une crise ne peut pas être surmontée en si peu de temps. Mais il est nécessaire de s'attaquer aux causes profondes de tout cela. Et ensuite, il faut laisser du temps au dialogue pour que les gens trouvent une solution gagnant-gagnant. Une solution. Donc, qu'attendons-nous des efforts entrepris et qu'avons-nous obtenu jusqu'à présent? Que ce soit à Washington ou à travers les processus de Doha pour tenter de résoudre les problèmes dans notre région. Encore une fois, il arrive parfois que des choses se passent qui suscitent des questions ou qui laissent à désirer, qui ne s'attaquent pas aux causes profondes des problèmes et où le dialogue ne porte pas sur les questions qui touchent les populations, mais seulement sur la manière dont les intérêts entrent en jeu pour déterminer l'issue à chaque étape. Si l'on prend comme exemple la guerre actuelle au Moyen-Orient, la guerre avec l'Iran et ses conséquences dans les pays du Golfe, et ainsi de suite. Selon vous, quel serait le principal risque pour l'avenir? Pensez-vous que cette guerre pourrait dégénérer, qu'il pourrait y avoir une perte totale de contrôle? Vous entretenez vous-même de très bonnes relations avec les pays du Golfe. Le Rwanda entretient de bonnes relations avec les Émirats, avec le Qatar. Pensez-vous que l'existence même des pays du Golfe pourrait être menacée, que les frontières dans cette région pourraient être remises en question, qu'il pourrait y avoir un bouleversement majeur de l'ensemble, la structure du Moyen-Orient et le système de sécurité? Et est-ce quelque chose qui pourrait être perçu par vous et d'autres pays d'Afrique de l'Est comme un risque majeur? Eh bien, commençons par l'endroit lui-même, la région du Golfe. Et je pense que la situation est mauvaise et qu'elle peut empirer. Il n'y a aucun doute là-dessus. La situation est très mauvaise et les grandes puissances doivent rapidement trouver une solution. Sinon, cela dégénérera en un problème plus grave pour le monde entier. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous pouvez voir la crise des prix du pétrole qui en découle, les engrais, les prix des denrées alimentaires, et cela affecte des millions, des centaines de millions de personnes. Et cela va entraîner de nombreuses autres conséquences et toucher d'autres régions. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a ce risque que la situation empire, et pour tout le monde. Cela ne va pas rester confiné à cette région. La région souffre déjà, bien sûr, et avec cela, à quoi faut-il s'attendre? Toute la chaîne d'approvisionnement des choses que tous ces gens attendent ce qui arrive en provenance de là-bas. La situation est complètement bloquée aujourd'hui avec des conséquences qui sont tout à fait évidentes pour tout le monde. Il faut donc agir sans plus attendre. Mais nous pouvons nous tourner vers les grandes puissances pour leur dire de faire quelque chose à ce sujet. Sinon, un petit pays comme le mien, où l'Afrique elle-même n'a pas vraiment son mot à dire ici, à part ils vont devoir payer un prix extrêmement lourd et élevé pour tout ce qui est en train de se passer là-bas. Je vais donc conclure cette conversation en vous posant deux questions, mais deux questions liées, indissociables. Concernant ce qu'on appelle l'Occident, vous savez, la première question est selon vous, car ces sujets relèvent du jugement. Avant tout, on ne peut pas faire de prédictions précises. Mais pensez-vous que le phénomène Trump soit un accident historique ou pensez-vous qu'il changera de manière significative et durable la gouvernance des États-Unis et la façon dont elle se présente dans son rôle dans le monde?
Et la deuxième question concerne l'Europe, car je pense que si nous sommes d'accord pour dire que l'avenir de l'Europe dépend beaucoup de l'avenir des États-Unis eux-mêmes, et si ce que l'on appelle le phénomène Trump était en fait beaucoup plus complexe, aura des effets durables, non seulement pour 1, 2, 3, 4, 5 ans, mais peut-être pour 20 ans, cela change beaucoup la conception que nous pourrions avoir de l'Europe. Et dans ce cas, comment voyez-vous l'avenir de l'Europe, de l'Union européenne? Et selon vous, quel devrait être, même dans ce cas, le rôle de l'Union européenne vis-à-vis de l'Afrique en général? Pensez-vous que les Européens pourraient jouer un rôle significatif, positif selon vous, et contribuer à stabiliser au moins la géopolitique africaine? Eh bien, je parle plus de l'Occident que de Trump. À mon avis, je pense sincèrement que c'est véritablement le monde occidental qui a réussi à produire, peu importe la personne spécifique que vous souhaiteriez nommer pour émerger. Mais il faut reconnaître que l'Occident, dans son ensemble, a joué ce rôle crucial. Je pense pas a pris les choses pour acquises, à mon avis. Ils ont pris pour acquis qu'ils savent tout, qu'ils ont tout, qu'ils peuvent décider de tout. Les autres, qui ne viennent pas de l'Occident, n'ont pas d'importance, ils suivent simplement la ligne et c'est tout. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en Occident, le fait de produire n'importe quel dirigeant qui est là ou qui viendra à l'avenir, ce qui se passe en Occident, c'est ce qui produit. Et cela dure depuis longtemps. Je pense avoir mentionné que l'Occident a pris les choses pour acquises, mais même en interne, il y a des choses qui doivent être résolues. Et c'est pourquoi il y aura des défis dans chaque pays ou dans l'ensemble de l'Union européenne ou d'autres endroits de l'Occident, y compris les États-Unis. Ils supposaient que tout allait bien dans leur propre sphère. L'influence et les intérêts et ce qui n'allait pas, c'était toujours dans le reste du monde, jamais chez eux. Mais je pense qu'il y a des gens, donc en Occident, il y a des gens, il y a des dirigeants, la société civile, les entreprises et ainsi de suite. Mais il y a des gens ordinaires d'où tout cela émane. Donc, la réaction qui produit différents dirigeants que les gens peuvent soit apprécier, soit critiquer ou autre, c'est la contradiction au sein de la société qui n'a pas été correctement traitée et, comme je l'ai dit, que les gens tenaient pour acquise. Mais au final, elle doit trouver un moyen de remonter à la surface et il faut y faire face. Et en ce qui nous concerne personnellement, en Afrique du Sud globale et au sein de mon propre pays, comme j'ai déjà eu l'occasion de le mentionner, nous avons eu une histoire qui n'a pas vraiment de quoi être fier. Si l'on considère la question du développement pour ce qui est de la prospérité économique globale et par conséquent la stabilité. Nous avons eu des structures tribales au lieu d'avoir de véritables nations, même si cela devait rassembler des tribus. Mais ce qui a empiré les choses, c'est qu'au lieu de pouvoir construire nos propres systèmes et capacités et coopérer avec les autres, nous avons aussi accepté les diktats qui nous ont été imposés depuis le Nord. Et nous avons même commencé à nous plaindre des choses du passé. Mais il y a aujourd'hui, donc dans notre cas, si vous regardez, comme je l'ai déjà évoqué, en essayant de construire à partir de rien, comme dans mon pays qui a littéralement été détruit,
et nous avons dû reconstruire et nous faisons des progrès. Nous ne sommes pas encore du tout là où nous voudrions être, mais nous avons regardé en nous-mêmes et trouvé les efforts pour reconstruire notre pays. Même si nous avons dû être partenaires avec différentes personnes et que nous avons reçu beaucoup de soutien et tout cela, il fallait commencer par nous-mêmes. Et je pense que le continent doit faire cela. Le continent doit regarder ce qu'il possède. Presque tout, les gens, les autres ressources et les bonnes cultures. On peut puiser dans beaucoup de connaissances et de pratiques qui rendent les gens fiers de ce qu'ils sont. Mais nous ne faisons pas cela. Nous avons tendance à regarder, je veux dire, ailleurs. Et puis nous trouvons aussi ces puissances qui veulent nous imposer leur vision, qu'en réalité, nous n'avons pas grand-chose, que nous ne comptons pas vraiment, que nous ne pouvons survivre que grâce à eux. Donc, cette idée doit être remise en question et elle doit l'être par nous tous. En fait, même ceux du Nord, les mêmes personnes d'où cela provient, doivent aussi la remettre en question. Donc, plus de coopération, plus de respect mutuel et ne pas supposer qu'il n'y a qu'un seul côté qui décide de ce qui est bien ou mal. Il faut rejeter cela et aller de l'avant. Nous pouvons trouver un environnement mondial plus stable. Vous savez, on parle du système international fondé sur des règles. Quelles sont ces règles? Qui les établit? Et si nous prenions le temps de respecter véritablement les règles, pourquoi alors avons-nous ces problèmes, même venant des grandes puissances? Pourquoi aurions-nous cela? Donc il y a beaucoup de travail à faire pour nous tous. Même des petits pays comme le mien, nous pouvons au moins élever la voix, crier et dire peut-être que si nous faisions cela, nous pourrions y arriver. Donc chacun devrait avoir un espace pour s'exprimer. Contribuer à ce qui est bon pour tous et pour le reste du monde. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je pense qu'il est maintenant temps que tout le monde mange un peu. Au fait, nous avons commencé à travailler ce matin à 8h30 et même si beaucoup de nos amis m'ont dit que nous n'avions pas assez travaillé. Mais néanmoins, je pense qu'il est raisonnable de conclure maintenant. Je voudrais vous remercier pour vos paroles pleines de sagesse, en fait, car il y a des choses importantes qui doivent être dites, répétées et expliquées. Merci beaucoup. Et je recommanderais à tous ceux qui, dans cette salle, parlent ou commentent parfois au sujet du Rwanda, je voudrais leur demander à tous de suivre mon exemple et de visiter le Rwanda. Je peux vous dire que c'est un événement fascinant. Vous êtes les bienvenus, absolument les bienvenus. Merci.